Salut les amis, ici Amon Bazongo. Aujourd'hui, on va parler de paiement en ligne. Alors, vous connaissez PayPal, c'est une entreprise américaine. C'est clair que cette entreprise n'est pas vraiment intéressée par le marché africain. Pourtant, nous ici en Afrique, on a besoin aussi de recevoir et d'envoyer de l'argent, nos paiements. Voilà, on fait aussi du business en ligne. Au lieu de compter sur PayPal, une solution à cela, c'est d'utiliser les applications développées par des Africains qui existent déjà grâce à la blockchain. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, une application développée par des Africains. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez savoir comment enfin vous débarrasser de PayPal et toutes les solutions qui ne marchent pas pour nous en Afrique. Suivez et n'oubliez pas de partager à vos amis qui, comme vous, ont des problèmes pour envoyer et recevoir de l'argent en ligne. Et si vous voulez avoir plusieurs autres vidéos focalisées sur la blockchain et les crypto-monnaies en Afrique, pensez à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, bien entendu. Sans plus tarder, on y va. En tout cas, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, tu peux te présenter, ton background, comment tu t'es retrouvé déjà au Canada d'abord. Ça, c'est déjà la première question. Voilà, donc je te laisse te présenter. Ok. Donc déjà, moi, c'est Serge Kiema. Je suis un des fondateurs de Dunia Pay. Donc déjà, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc depuis que je suis petit, je me suis toujours déplacé dans plusieurs endroits et parfois par continent aussi. Donc bon, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu sur Ouaga. Ensuite, je me suis déplacé, j'ai vécu en Europe. Puis je suis revenu au Burkina et j'étais à l'internat. Donc à l'internat, on va dire, ça m'a appris à me débrouiller seul, on va dire. Puis de là-bas, je suis revenu sur Ouaga et j'ai eu mon bac. Donc après mon bac, je devais décider où je devais aller. J'ai opté pour le Canada parce que de base, je voulais faire des études d'ingénierie. Pendant mon bachelor en physique, j'ai rencontré mes roommates qui sont devenus mes cofondateurs, basically. On a commencé à discuter. Donc, tu vois, les histoires de il faut qu'on crée un business, il faut qu'on Ouais, crée quelque chose ouais, d'intéressant, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis bon, on s'est rendu compte qu'on avait basically tous le même problème, quoi. ouais, 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 Comment tu envoies de l'argent depuis l'Afrique ouais. vers le Canada pour tes études? Comment tu renvoies de l'argent à tes parents pour ceux qui soutiennent les parents au pays, des trucs comme ça? Mhm. Donc, de là-bas, on s'est dit qu'on allait créer un produit qui allait pouvoir résoudre le problème. Mais Mhm. bon, quand on a eu l'idée la première fois, c'était en 2016. On n'a pas agi dessus. Donc, on s'est dit que ça allait être un produit complexe, ça allait être trop compliqué à construire, ça allait nous prendre du temps dans les études, etc., etc. Donc, on s'est lancé sur quelque chose de simple. On a créé une société qui développait des logiciels. Mais le problème avec les sociétés qui développent les logiciels, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vision. C'est un produit que tu vends, tu développes le produit de quelqu'un qui a une vision et qui veut aller loin. C'est ça. Donc, sur ça, déjà, bon, d'une certaine manière, c'était pas une mauvaise chose parce que bon, ça nous a appris à tout ce qui est coding, tout ce qui est management, tout ce qui est product management, etc., etc. Et cetera. Et de là-bas, maintenant, on s'est dit, bon, le projet qu'on a depuis là, on va le lancer. Donc, on a appliqué en 2018 pour Burkina Startup. C'est un programme étatique sur le Burkina qui finance les jeunes startups et tout ça. On est Mhm. sorti deuxième. Ils nous ont fait notre premier investissement. Donc, de là-bas, on a lancé notre premier produit, mais c'était en 2019. Donc, bon, on a eu le financement, on a lancé le premier produit, donc la bêta. Et de là-bas, c'est allé très vite. Parce que dès qu'on a lancé le produit, on a commencé à avoir des acceptations dans tout ce qui était accélérateur. On était plus à l'aise à pitcher le produit. On était plus à l'aise même à aller recruter des personnes pour travailler avec nous. Les clients aussi commençaient à venir sur la plateforme, etc. Puis bon, il y a eu un gros problème. On a eu un bug majeur pendant 3 mois. Aucune transaction possible sur la plateforme. Wow. Donc de là, c'est ça. Donc de là-bas, on était presque, on va dire, au bord du gouffre, hein. On allait faire faillite. Et puis bon, voilà, ranger tout et puis retourner à l'école, quoi. Ouais, ouais, Donc, pendant toute cette période, on était toujours à l'école. Donc, nous quatre, on était toujours à l'école. Donc, basically, on devait conjuguer entre les cours et puis développer le produit lui-même. mhm, L'avantage, c'est qu'on était à l'Université d'Ottawa. Et l'Université d'Ottawa, ils ont des initiatives pour aider les entrepreneurs, basically. Vu que notre premier financement ne nous avait pas permis de nous en sortir bien, on s'est retrouvé dans un accélérateur qui s'appelait Startup Garage. Donc, de Startup Garage,
ils nous ont introduits aux local angels, donc les angel investors de la zone d'Ottawa et tout ça. Et bon, eux, ils nous ont donné des contacts de gens qui avaient de l'expérience dans tout ce qui est développement, product management, administration et puis business development. Donc, de là-bas, ils nous ont permis, eux, de recadrer même la compagnie, redresser le produit et puis aussi créer une bonne équipe qui permettrait de maintenir le produit, quoi. Ouais. Donc, de là-bas, ils nous ont suivis maintenant sur 4, 5 mois. Et puis, de but en blanc, il y a un de nos advisors, celui qui nous suivait directement là, qui a dit que non, lui, il veut faire un investissement. Genre, il veut être notre premier angel investor. Et dès que lui, il a dit ça, il y a eu toute une suite de groupes qui se sont suivis. Il y a eu lui, il y a eu Capital Angel. Quand Capital Angel est venu, il y a eu Celo aussi qui est apparu dans le picture. Et puis bon, ainsi de trucs, de fil en aiguille, on a pu finir par lever les fonds dont on avait besoin. Donc on a levé, je crois que c'était 100 000 dollars à l'époque. Donc on cherchait 100 000 dollars, mais après, quand on est allé dans l'écosystème de Celo, eux, ils nous ont permis d'avoir un total de 500 000 dollars en fundraise. Tu vois? Parce que l'avantage, c'est que eux, par exemple, ils avaient le réseau dans tout ce qui est tech, tout ce qui est investments et tout ça. Donc, bon, ils nous ont permis eux-mêmes voilà, de pouvoir level up, on va dire. Et Ouais. puis aussi d'intégrer un autre niveau de startup, quoi. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Ça nous Super. a permis à la fois d'avoir accès à tout ce qui est VC et bon, Ouais, voilà, tout ce qui est soutien, etc. ouais, ouais, Puis ouais. bon, c'est Wow. ça. C'est quelque chose de très long que tu as pu résumer. Voilà, félicitations et on espère que ça va continuer hein, parce qu'il y a sûrement d'autres séries qui vont venir. Mais déjà, tu as terminé avec Celo, c'est la crypto. Je suppose que j'ai l'impression que tu n'as pas un parcours du type j'ai connu Bitcoin ou quoi, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Comment la crypto est rentrée dans finalement votre business? Donc, c'est assez drôle comme histoire parce que tu vois, le premier produit on voulait lancer, tout ce qui est transfert du Canada vers l'Afrique, de l'Afrique vers le Canada, on avait besoin d'un partenariat bancaire. Donc, on avait besoin de deux banques des deux côtés qui allaient nous servir d'encre, un pour la licence et deux pour pouvoir déplacer les flux financiers. C'est ça. Donc, ça a été une grosse bataille. On n'a trouvé aucune banque et on s'est dit qu'on pouvait juste utiliser de la crypto. Tu vois? Et dans cette période-là, on a commencé à lire sur tout ce qui était Bitcoin, etc. Ça, c'était en 2017-2018. Donc, Mhm. quand on a commencé à lire sur tout ce qui était Bitcoin, crypto, etc., on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les Bitcoins là pour accepter les paiements. Parce que le problème avec les banques et les partenaires, là, c'est que ils ne veulent pas signer de partenariat avec les jeunes fintech pour accepter les paiements, parce que c'est là que le risque se pose en général. Tout ce qui est compliance, conformité, etc. Donc, nous, on avait besoin de contourner ce problème-là. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser tout ce qui est crypto. À Ouais, cette époque-là, on a utilisé Bitcoin, on a utilisé Stellar, etc. Et pour pouvoir, on va dire, mieux utiliser ces cryptos-là, on a dû beaucoup apprendre dessus. Donc, lire, regarder des vidéos, faire des tests et nous-mêmes utiliser les différentes blockchains dont on avait besoin là, pour pouvoir calibrer le produit selon ça. Donc, de là-bas, on a lancé le premier produit sur Bitcoin. Après ça, on a commencé nous-mêmes à rentrer dans l'écosystème crypto, quoi. Crypto, blockchain, etc. Il y avait des écosystèmes de traders, donc des gens qui essayaient de faire de la spéculation sur tout ce qui est crypto. Il y avait des gens aussi qui essayaient d'investir dans de la crypto qui allait être sustainable, donc tout ce qui pouvait permettre financial inclusion, tout ce qui pouvait permettre transfert d'argent, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, dans tout ce qui est blockchain et crypto, là, il y a vraiment deux mondes. Donc, il y a un monde de personnes, eux, ils cherchent à résoudre un problème spécifique. Donc, ça, c'est des blockchains comme Celo, tout ça. Et il y a d'autres, eux, bon, c'est purement spéculatif. Tu ouais, vois? De là-bas, nous, on voulait focaliser notre expérience dans tout ce qui est crypto là, sur quelque chose qui allait servir, genre qui allait être utile, pas seulement faire de la spéculation. Parce que bon, on pouvait bien faire de la spéculation et puis se faire de l'argent et juste arrêter là. Mais bon, ça n'allait pas vraiment avoir d'impact. Donc, on s'est dit qu'on allait utiliser tout ce qu'on avait appris dans notre recherche pour faire le site web là, pour mhm, faire un wallet de crypto qui allait être utilisé en Afrique, basically. ouais, Au lieu de se focaliser sur un produit à l'extérieur, on pouvait construire quelque chose de local que les gens allaient utiliser comme un compte bancaire, mais qui tournait sur une blockchain, comme Celo, ouais, qui avait. Et puis, l'avantage de Celo, c'est qu'ils étaient mission aligned. Donc, ils avaient à peu près la même mission que nous. Donc, c'était intéressant d'échanger avec ce genre de personnes-là pour voir déjà les autres possibilités. Parce que, bon, c'est bien de créer son projet de son côté et tout ça, mais dès que tu exposes ça aux gens, il y a des angles sur lesquels ils vont prendre ton projet ou les différents services que tu peux proposer là. Et puis, bon, de là-bas, toi aussi, tu peux trouver de meilleures idées ou même tu peux te rendre compte que tu faisais une erreur dans ton approche. ouais. So,
That's that for a crypto story. Ouais, ouais, super, super. Et quand vous avez démarré, je suppose que c'est entre le Canada et le Burkina, ou c'était comment c'était exactement? Canada, Burkina? C'est ça. Vu qu'on étudiait au Canada, on devait des fois prendre des pauses. Par exemple, on pouvait prendre des pauses pendant un semestre, le semestre de fall ou bien le semestre d'hiver, et puis rentrer au pays, par exemple, pour s'occuper de tout ce qui était affaires, tout ce qui est papier. Donc, on s'arrangeait pour concentrer les tâches où on avait besoin d'être là en présentiel, là, dans la période où on se retrouvait à Ouaga. Ouais. Là, on arrivait à gérer. Mais bon, à un moment, c'est devenu complexe parce que plus on grossissait, plus les partenaires avaient besoin d'avoir quelqu'un de physique pour pouvoir les rassurer, être là, avoir un bureau, etc. Donc là, on a commencé à aller vers un modèle où on allait nous-mêmes être plus présents ici. Bon, Wow. de base, on voulait attendre de graduer, mais bon, après, on a commencé à voyager. Et puis bon, il y a eu le COVID. Ouais, Le ouais. COVID, c'était, c'était une mauvaise chose d'une certaine manière, mais ça a créé d'autres choses qui étaient intéressantes. Tu pouvais travailler de n'importe où, Ouais, tu avais remote work, basically. ouais, Et tu pouvais faire l'école aussi de n'importe où. Donc, ouais. dès qu'il y a eu le Covid, par exemple, on n'avait pas encore gradué. Donc, on s'est tous suivis et rentrés au pays et puis commencé à développer le produit. C'est là que tout a vraiment accéléré, on va dire. Parce que c'est dans cette période-là qu'on a créé, on a lancé le plus de services et on a eu le plus de clients. Et c'est aussi dans cette période qu'on a trouvé de meilleurs investisseurs, basically. Super, super. Et lorsque vous avez commencé les services crypto au Burkina, parce que je suppose qu'une des infrastructures de base, c'est les échanges, un système d'échange au Burkina là-bas. Donc, est-ce que vous avez dû mettre en place carrément cette infrastructure ou bien vous avez trouvé des services disponibles? Comment c'était au niveau du Burkina? Au niveau du Burkina, par exemple, l'un des plus gros problèmes, c'est d'accepter les paiements des utilisateurs. Donc, tu peux les accepter soit en cash, soit en compte bancaire, soit en carte, soit en mobile money. Le plus simple à avoir, c'est mobile money parce que tu peux avoir les API, etc. Donc, nous, on est parti sur ce angle-là. On a pris tout ce qui est mobile money et on permettait à nos clients au début de déposer avec leur compte mobile money, etc. De là-bas, maintenant, on a essayé on va dire, d'apprendre aux utilisateurs à comment ils peuvent déposer avec leur compte mobile money. Mhm. Et basically, nous, on providait la liquidité sur tout ce qui est crypto. Donc, quand quelqu'un veut acheter, disons, de la crypto, nous, on a de la crypto qu'on lui vend. Quand il veut racheter des CFA, nous aussi, on a de la liquidité localement qu'on vend. Donc, on devait jouer à la fois le rôle de la plateforme et de celui qui providait la liquidité, etc. Mais bon, sur la longueur, c'est devenu plus simple à gérer parce que plus les clients achètent de crypto, moins tu as à toi-même garder de l'inventaire. Parce que quand quelqu'un veut vendre maintenant à un certain stade, c'est comme si tu fais un échange avec un autre client et ainsi de suite. Donc, bon, au début, ça a été plutôt complexe parce qu'il fallait gérer les flux financiers, il fallait gérer le risque avec la crypto parce que, bon, tu peux acheter des bitcoins et puis, bon, ça baisse de prix. Donc, quand le client, lui, vient pour acheter, lui, il achète au prix au moment où il veut acheter. Toi, par exemple, tu gardais la crypto depuis pas mal de temps. Donc, tu as peut-être soit perdu, soit gagné de l'argent. Donc, il y avait ça, il fallait gérer le risque, il Ouais. fallait gérer tout ce qui est clé, etc. Mais bon, ça nous a permis, nous aussi, d'apprendre les tâches de base, on va dire. Donc, ça permet, après, quand tu recrutes quelqu'un, de savoir exactement ce que la personne fait et surtout où le problème peut se poser. Donc, bon, c'est un peu ça. Super, super. Allons-y maintenant sur comment Dunia Payment marche. C'est-à-dire, supposons que je suis... Bon, déjà, il y a deux types de... Il y a ceux qui sont hors du Burkina, il y a ceux qui sont au Burkina. OK? C'est ça. Supposons que je suis hors du Burkina. Moi, je suis hors du Burkina. Je veux envoyer de l'argent au Burkina. Je suppose que, bon, le bon ami qui n'est pas inclus, mais supposons que je suis au Canada. Comment ça se passe? Tu vois, l'avantage avec tout ce qui est écosystème de Celo, c'est qu'ils ont créé, enfin, ils ont partner avec des on et puis des off-ramp. Donc, tu as des réseaux comme Ramp Network, qui peuvent te permettre d'accepter les paiements directement au crypto. Donc, l'utilisateur, quand lui il vient sur ton interface, lui, il va juste voir qu'il fait un dépôt classique. Mais en background, Mhm. Dunia, par exemple, va forwarder son paiement là, vers le on-ramp et puis il va recevoir soit des CUSD pour tout ce qui est Amérique du Nord, soit Mhm. des CEO pour tout ce qui est Europe. Et basically, quand l'utilisateur transfère vers quelqu'un au pays, il transfère des CEO vers des CXOF. Et quand l'utilisateur local, c'est-à-dire l'utilisateur qui est en Afrique, qui a reçu les CFA, là, veut retirer, nous, on reprend ces CXOF ou on les burn dépendamment de la demande et puis on lui remet du liquide. Parce que nous, on a toujours de la liquidité localement. L'avantage avec tout ce qui est stablecoin et tout ça, c'est que ça nous évite de déplacer les CFA ou les dollars d'un des côtés de la frontière, basically. De l'autre côté, c'est relativement simple de construire un produit parce que tu as déjà tout ce qui est API, tu as déjà les agrégateurs qui sont disponibles. Donc, quelqu'un qui est au Canada, lui, il télécharge juste l'application, il s'inscrit, il fait un dépôt. Quand il fait un dépôt, basically, c'est comme s'il achetait des CUSD, mais en background. Donc, lui, il va juste voir qu'il fait un dépôt.
Nous, en arrière, on va prendre les CUSD, créditer lui son wallet, donc son wallet chez Dunia. Et dès qu'il veut faire le transfert, il y a un mécanisme à l'intérieur qui va se swap. Donc, avant, on utilisait UBSwap, mais actuellement, on est en train d'ajouter une fonction à notre smart contract pour tout ce qui est CXOF, pour que l'utilisateur puisse minter des CXOF à partir des Celo currencies. Donc, tu as CUSD, tu as CEO. Avec CEO, c'est plus facile parce que, comme tu sais, il y a un rate qui est stable entre l'euro et le CFA. Donc, la fonction pour pouvoir mint avec les CEO, ça, c'est plus facile à implémenter. Donc, on compte partir sur ça d'abord, vu que, bon, de toute façon, la majorité des immigrés, même d'Afrique, sont en Europe, sont en France, sont en Italie, sont en Allemagne. Donc, l'objectif, c'est ça. Quelqu'un qui est à l'étranger peut utiliser le wallet comme un wallet classique, mais en background, c'est des stablecoins qu'il utilise. Et ça permet aussi d'abstraire tout ce qui est complexité avec blockchain, crypto, gérer les clés et tout ça. Tu lui donnes une interface à laquelle il est habitué, mais qui run sur de nouveaux rails, basically. OK. Donc, pour simplifier ça, si je suis à l'extérieur, je peux déposer de la crypto dans le wallet de Donia Payment Ça, et c'est utiliser ça ça. pour faire les différentes transactions au Burkina Faso. C'est ça. Mais un utilisateur classique qui ne sait pas comment Dunia fonctionne n'aura jamais l'impression que c'est de la crypto qu'il est en train de déposer, en fait. Il OK, aura l'impression qu'il est en train de faire un dépôt classique dans une application financière. OK, ok, super. Et tu as mentionné stablecoin. C'est que, bon, certains trouvent que c'est un peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Et tu as parlé de CXOF. Bon, voilà. Déjà, de Celo XOF. Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou vous avez inventé? Comment c'est exact? Parce que je sais que c'est le dollar, voilà, c'est un stablecoin bien défini, on peut l'acheter tout. Mais si XOF, c'est quoi exactement? OK. Donc, déjà, quand tu prends CXOF, donc l'objectif, bon, déjà, pour expliquer tout ce qui est stablecoin, on peut faire un parallèle avec le Burkina, hein. Tu vois, au Burkina, il y a un système qu'on appelle la monnaie électronique pour tout ceux qui font mobile money, etc. Mhm, Dans la monnaie électronique, tu dois avoir l'équivalent des réserves en cash dans mhm, ton compte, back la monnaie électronique que tu as issue. C'est un peu le même principe pour tout ce qui est stablecoin. Tu as une monnaie électronique, donc un stablecoin qui représente une unité, donc une unité d'une monnaie quelqu'une, ça peut être le CFA, ça peut être l'euro, etc. Et tu as la réserve. Donc, la réserve, là, ça peut être soit fully back, donc 100% avec des assets que tu peux resell et puis couvrir tout ce que tu as issu comme monnaie électronique ou comme stablecoin. mhm. Ou ça peut être un stablecoin under collateralized. Donc, c'est les stablecoins qui sont mint et burn selon la demande, tu vois. L'objectif avec CXOF, là, c'était de créer un stablecoin qui allait aller dans le parallèle des monnaies électroniques. Parce que pour faire accepter tout ce qui est crypto aux banques centrales, là, il faut qu'ils aient quelque chose qui se rapproche le plus de l'infrastructure que tu es en train de construire. Donc, quand tu prends CXOF, ça fonctionne un peu comme USDC. Donc, c'est un stablecoin que l'initiateur, donc Dunia Pay, peut mint à la demande, peut burn aussi à la demande. Donc, nous, notre objectif, c'est de créer un stablecoin qu'on va lancer sur le réseau. Il sera privé au début, donc ne sera utilisable que dans notre application Basically. Et après, quand on aura la vélocité, donc la liquidité sur CXOF lui-même, on pourra move vers un modèle on-chain. Le modèle on-chain, là, c'est de lancer comment on dit ça en français, governance proposal sur OK. le réseau de Tigo là pour ajouter CXOF comme stablecoin natif du protocole. Mais pour OK. pouvoir arriver à ce stade-là, il faut créer de la liquidité autour du stablecoin et aussi de l'utilité. Parce que le moins les gens ont besoin de retirer, le plus c'est facile de faire les mouvements de fonds en Basically. Tu vois? Mhm. Donc, TXOF, c'est un stablecoin standard qui peut être mint et burn à la demande de l'initiateur. Il sert à power toute une rangée de services. Donc, plus on a de la liquidité, plus on peut créer des services. Ça peut aller de l'assurance, ça peut aller de l'épargne, ça peut être de l'investissement, ça peut être même des crédits, tu vois. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un stablecoin que les gens peuvent utiliser dans l'application et hors de l'application aussi, dans l'écosystème blockchain, qui peut être utilisé pour épargner, pour transférer de l'argent ou pour juste prêter de l'argent à quelqu'un, tout en créant de la liquidité, OK. ce qui permet aux gens, de facto, d'utiliser la blockchain de Celo-là à son potentiel plein, quoi. Alors, maintenant, je suis au Burkina Faso maintenant et je veux utiliser Donia Payment pour recevoir ou envoyer de l'argent. C'est la même procédure ou il y a quelque chose de différent? C'est la même procédure, sauf qu'il y a une composante en plus au Burkina, tu vois. L'avantage avec tout ce qui est monnaie électronique, là, le truc, la meilleure invention dans tout ce qui est monnaie électronique, mobile money, là, c'était le réseau d'agents, tu vois. Donc, tu as des gens physiques qui sont là et qui peuvent te provide des services financiers. Si tu remplaces, par exemple, l'infrastructure des entreprises de télécommunications qui font le mobile money, là, par un stablecoin qui permet de faire toute une rangée de services, tu donnes accès de facto à ces agents-là à
une application avec laquelle ils peuvent vendre des services financiers aux gens en local. Donc, la seule composante qui change au Burkina, c'est le cash network. Donc, les agents. Les agents, là, eux, ils permettent aux gens de faire des dépôts, des retraits. Donc, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui peut venir envoyer de l'argent au Canada sans jamais utiliser Dunia Pay. Il vient chez l'agent, il lui dit, bon, moi, je veux transférer de l'argent ici, que ce soit au Canada, au Burkina, en Europe, quelque chose comme ça. Voilà l'argent. L'agent, lui, il prend l'argent et puis il fait le transfert à partir de lui, son application marche, tu C'est vois. ça. Donc, au Burkina, il y a juste deux catégories d'utilisateurs. Ceux qui vont utiliser directement l'application et puis ceux qui vont pas assister, mais ceux qui vont consommer les services financiers de l'application auprès d'un agent. Donc, un agent mobile money classique devient une sorte de comptoir banquier. Ok, super. Donc, en gros, plus besoin de Western Union, plus besoin de PayPal, Dunia Payment et c'est bon. Et plus besoin d'Orange Money non plus. Besoin d'Orange Money. Ok, super. Est-ce que ça sera pas, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de concurrence un peu déloyale avec les, parce qu'on a entendu souvent dans certains pays où, bon, les réseaux télécoms essaient de bloquer un peu. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Bien sûr, quand tu prends les pays, la zone, surtout la zone francophone, par exemple, il y a eu récemment un dossier qui est sorti sur Wave. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais Wave a essayé, par exemple, a été contré par Orange. Donc, ils ont essayé de couper tout ce qui est vente d'unités, augmenter arbitrairement les frais, etc. Mais l'avantage avec tout ce qui est crypto, c'est que ce n'est pas une compagnie, en fait. C'est un truc décentralisé. Donc, tu as un réseau, par exemple, le réseau d'agents, là, n'est pas contrôlé par Dunia. C'est Tu ça. vois? On a fait en sorte que le réseau d'agents là soit sur un modèle décentralisé. Donc, ils ont une application à laquelle ils peuvent accéder de n'importe où, qui n'est pas contrôlée par nous. Et les fonds qu'ils déposent, c'est-à-dire les stablecoins là, ne sont pas saisissables. Tu vois? Donc, ils ont ça sur leur wallet, ils font leurs transactions et ils sont complètement hors du contrôle d'une entité. Donc, même s'ils essaient de s'attaquer au réseau, ils auront besoin de s'attaquer au réseau individuel. Super, super. En plus du paiement, il y a quelque chose en plus que vous proposez, c'est taux d'intérêt très intéressant, jusqu'à 8%. C'est le meilleur sur le marché au Burkina Faso. Comment vous arrivez à proposer des pourcentages pareils? Donc, quand on a démarré, on a essayé de bootstrap tout ce qui est intérêt et tout ça là, en faisant du yield farming. Donc, on prenait les intérêts qu'on générait sur tout ce qui est airdrop, etc. et on redistribuait aux clients. Mais ça, c'est pas un modèle qui est très sustainable. Donc, on a migré vers un modèle de frais. Donc, comme je t'expliquais, tu as besoin de liquidité à la fois en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Mais la liquidité, là, techniquement, c'est l'argent de tes clients. Donc, quand le client, par exemple, dépose de l'argent chez toi, lui, il reçoit des CXOF. La liquidité qu'il a déposée chez toi, là, ça gagne des intérêts chez la banque, dans la banque déjà dans laquelle il a déposé. Ces intérêts-là sont à part. Ensuite, nous, on a des partenaires, par exemple, qui ont besoin de faire des gros volumes, donc des transferts vers l'Afrique. Et ces partenaires-là, eux, ils sont prêts à payer le pourcentage sur le volume qu'ils veulent faire. Donc, ce que nous, on fait, c'est comme si on utilisait à la fois l'argent des clients là, pour générer des intérêts à la banque, mais également pour générer des frais grâce aux partenaires, que ce soit les partenaires B2B ou les liquidity providers on-chain. Donc, disons que quelqu'un, par exemple, veut échanger des CUSD contre des CXOF ou l'inverse. Il y a des frais qui vont être engendrés. Ces frais-là sont redistribués sous forme d'intérêts aux clients qui ont déposé dans la plateforme. Donc, nous, on sert à la fois de hedge fund, de banque et de société de transfert pour le client. Super, c'est vraiment le futur de la banque. Est-ce que sûrement vous avez entendu parler de Vista? Est-ce qu'il vous a contacté? Parce que est-ce qu'il a peur? Vista Banque de Simon, je crois on a eu à discuter l'année surpassée, au moment où on faisait notre round. Mais bon, après ça, on va dire qu'il a disparu. Donc, mais l'avantage avec tout ce qui est Vista Banque et tout ça, c'est que c'est une banque qui voit assez loin. Donc, par exemple, actuellement, ils sont en train d'essayer de migrer toute leur plateforme vers le digital et tout ça. Nous, on cherche des partenaires bancaires, on va dire, qui peuvent aller vers ce sens-là, parce que ça nous permet, nous aussi, d'avoir plus de facilité, vu qu'il suffit de faire des intégrations et tu as à la fois la licence et l'infrastructure bancaire pour handle ton stablecoin. Parce que, bon, on peut bien dire ce qu'on veut, mais les cryptos, là, ça ne peut pas être uniquement ça comme moyen de settlement. Tu as forcément besoin d'une interaction avec la finance traditionnelle. Et trouver une banque digitale qui peut faire ça, c'est plutôt un casse-tête en Afrique, surtout au Burkina. Donc, bon, c'est ça. On essaie de gratter un peu les partenaires à gauche, à droite. Récemment, on a essayé de conclure un partenariat avec EcoBank. Là, on est en train de finir les diligences. Puis, bon, ça devrait aller, hein. Sur la Côte d'Ivoire aussi, on est en train de bosser sur un partenariat qu'on va annoncer bientôt. Ça, ce sera plus rapide que sur le Burkina.
Ça aussi, c'est une remarque à faire parce que, bon, en Afrique francophone, c'est plus facile de faire des affaires en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'au Burkina. Mhm, mhm. Donc, nous, en termes de partenariat, ça nous a pris un an et demi au Burkina pour trouver le partenariat et arriver au stade où on est. Mais en Côte d'Ivoire, ça nous a pris un mois. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que au Burkina, c'est plus long qu'en Côte d'Ivoire? Bon, au Burkina, par exemple, quand tu prends Ecobank, par exemple, Mhm. il, il y a un problème de confiance, on va dire. Parce que déjà, tu es jeune, tu es porteur de projet et tu portes un projet financier. Donc, tu vas devoir gérer l'argent des gens, tu Ouais. vas devoir être conforme à tout ce qui est régulation de la BCAO, etc. Donc, en général, les banques évitent ce genre de projet-là. Ils ont soit peur, soit ils veulent éviter de se créer des problèmes. Donc, Mhm. ça fait que ça ralentit les dossiers. Mais quand tu prends les pays comme la Côte d'Ivoire, eux, ils sont plus risk averse. Et en plus, ils sont habitués à voir des jeunes porter des projets parce que l'écosystème startup en Côte d'Ivoire est un peu plus développé qu'au Burkina. Bon, c'est pas le meilleur écosystème, mais bon, c'est déjà mieux que de l'autre côté, quoi. Donc, d'une certaine manière, ça permet aux gens d'aller plus vite. Donc, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as tout un système de support que tu peux utiliser pour trouver des partenariats bancaires, enregistrer ta compagnie, etc. Ce qui est un peu différent au Burkina. Au Burkina, tu dois forcément connaître quelqu'un qui va t'orienter. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Et bon, Ouais. Et ça veut dire que tu as quand même une expérience de certains pays dans la zone du mois. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'industrie crypto dans cette zone-là? Tu penses qu'il y a on peut avoir confiance? Est-ce que ça va accélérer ou comment tu vois ça? bon, je me dis que c'est en train d'accélérer, mais du mauvais côté. Parce que les gens actuellement utilisent tout ce qui est crypto là pour Mhm. faire des escroqueries. Donc, les gens se retrouvent dans des Ponzi schemes, dans des pyramides de Ponzi et ils perdent leur crypto. Donc, le problème avec ce genre de trucs-là, c'est ils associent leur perte là à la crypto. Alors que non, la perte est liée au business dans lequel ils ont investi. Ouais. Quand tu vas prendre des dollars et puis tu te fais arnaquer, tu ne vas pas accuser le dollar, tu accuses l'arnaqueur. Mais dans ce qui est crypto, là, vu que c'est nouveau, les gens se disent c'est parce que c'est de la crypto que je me suis fait escroquer, basically. Donc, 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 les gens se actuellement, focalisent trop sur le fait que c'est nouveau, c'est la crypto et tout ça. c'est Les ça. arnaques, Actuellement, les gens, c'est étonnant parce que actuellement, les gens au Burkina, en Afrique francophone en général, ils se focalisent sur l'aspect spéculatif. Je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu le potentiel de l'autre côté, qui se focalise sur le potentiel qu'ils voient, quoi. Genre le potentiel de se faire de l'argent du jour au lendemain, etc. Donc, c'est ça qui intéresse les gens actuellement. Ils veulent pouvoir, en fait, ils veulent comprendre, mais les ressources qui sont à leur, qui sont disponibles à leur niveau là, ne leur permettent pas de s'investir du bon côté de la crypto. Donc, ils se retrouvent dans tout ce qui est escroquerie, etc. Mais on va dire que ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça leur apprend aussi à utiliser la crypto. Et au moment où ils auront le matériel maintenant pour les reconduire vers tout ce qui est crypto for a purpose, ça va créer un phénomène rapide. Donc, l'adoption va aller plus vite. Et ouais. l'autre chose aussi qui pourrait favoriser l'adoption, c'est, on va dire, une régulation de la BCAO. Par exemple, nous, quand on lançait notre service, on a dû envoyer le projet, tout ce qui est business plan, les parties techniques, etc., à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale nous a donné un avis de non-opposition. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils font pour dire, bon, c'est pas régulé à notre niveau, tu peux faire ce que tu veux, mais si on régule, tu vas devoir te conformer. C'est quelque chose comme ça. Donc, la Banque centrale t'envoie une lettre, tu peux démarrer tes services, etc., etc. Mais il te précise bien, un, tout ce qui est crypto, c'est pas couvert par une régulation de la BCAO. Deux, tout ce qui est monnaie électronique, tu dois trouver un partenariat bancaire. Donc, la BCAO te donne l'autorisation bon, pas de trader, mais genre de te débrouiller avec tout ce qui est cryptocurrencies. Mais tout ce qui est traditional finance, tu dois trouver forcément un partenariat. Ouais. Donc, bon, nous, comme on est une crypto company, on a dû mixer les deux. Donc, on a dû s'arranger pour trouver un partenariat bancaire et aussi jongler sur tout ce qui est non-opposition de la BCAO. Parce qu'ils peuvent te donner une lettre de non-opposition, mais te fermer quand même dès qu'il y a un problème. Vu que tu Ouais. n'as pas vraiment de licence. Tu as juste une lettre qui te dit, vas-y. Mais si ça chauffe, on va te fermer, en gros. Ouais. Donc, bon, l'avantage aussi, c'est que ça nous a permis de créer, on va dire, des petits contacts et puis des relations au niveau de la BCAO elle-même. Par exemple, récemment, on a eu plusieurs échanges avec le directeur de la monnaie et tout ça. Donc, on lui a présenté CXOF et tout. Lui, par exemple, il a apprécié, il a bien lu le projet et il nous a dit qu'il serait disponible pour nous aider. Donc, nous accompagner dans tout ce qui est research and development, comment on peut appuyer le projet dans la zone UEMOA. Et il nous a aussi précisé et fait savoir que la BCAO est actuellement dans une dynamique où ils veulent digitaliser les paiements. Donc, ils veulent s'arranger pour qu'il y ait moins de cash en circulation. Et des solutions comme CXOF, on peut rapprocher ça à la monnaie électronique
pour rendre ça plus acceptable. Et donc permettre à des gens comme la BCAO d'avoir un truc qu'ils peuvent suivre et qui peut être transférable hors du continent sans nécessairement avoir à construire eux-mêmes l'infrastructure. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est faire un peu de lobbying, discuter avec tout ce qui est régulateur et tout ça, pour essayer de faire avancer le dossier des cryptos. Je pense récemment même, il y a eu un colloque au Burkina pour les cryptocurrencies du Parlement de la CEDEAO. Donc, ils ont fait de bonnes recommandations. Donc, bon, la BCAO, actuellement, selon les informations qu'on a actuellement, ils sont en train de bosser sur une régulation pour tout ce qui est crypto. Donc, bon, on attend et on espère être prêt pour tout ce qui est, pour tous les papiers qu'ils vont demander. On espère alors. Dans l'avis de non-autorisation, de non-opposition, c'est ce qu'en fait vous appelez le feu vert de la BCAO, c'est ça? La BCAO te dit clairement, tu peux aller parce que nous, on ne régule pas le marché dans lequel tu veux te lancer. Mais la partie qu'on régule, c'est la partie où tu deals avec le cash de tes utilisateurs. Donc, un, tout ce qui est crypto, tu peux y aller. Mais deux, pour tout ce qui est finance traditionnelle, trouve un partenaire bancaire. Donc, tu dois avoir quelqu'un pour gérer tes flux qui est régulé. Et puis, tout ce qui est crypto maintenant, ça relève du ressort de toi, ta compagnie. Mais comment toi, tu proposerais une sorte de régulation à la BCAO? Bon, déjà, si je dois passer des recommandations que le Parlement a fait là, ça pourrait être positif parce qu'il y a plein d'hommes politiques, de régulateurs, etc., qui sont en train d'advoquer et d'encourager les régulateurs à faire sortir des cadres réglementaires qui pourront aider les gens qui font tout ce qui est crypto là à avancer, quoi. Parce que quand il n'y a pas de régulation, c'est flou. Et surtout, tu perds la confiance du public facilement parce que bon, tu n'as pas vraiment d'institut derrière toi. L'autre chose, ce que je proposerais, dans notre cas en tout cas, pour tout ce qui est stablecoin, comme je disais, ça se rapproche de la monnaie électronique. C'est pratiquement pareil. Donc, ça peut être un modèle qu'on peut faire évoluer. Et dans le monde actuellement, là, l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, on est en avance en termes de monnaie électronique et de mobile money. Donc, tu peux prendre le modèle de tout ce qui est mobile money, monnaie électronique, là, et faire transitionner ça vers la crypto. Donc, une compagnie comme la nôtre, par exemple, qui veut lancer un stablecoin ou quelque chose comme ça, devrait se faire réguler comme une entité de monnaie électronique. Donc, on fait auditer le stablecoin, on sait où sont les réserves, on sait comment les procédés du stablecoin fonctionnent, on sait tout ce que ça peut faire et tout est au niveau du régulateur. Et l'avantage avec blockchain, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'accès spécifique pour monitorer tes transactions. Ils peuvent monitorer ça directement sur la chain. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait possible dans le cas des stablecoins, par exemple. Mais tout ce qui est crypto-investissement, ça peut fall sur la catégorie investissement. Donc, il faudrait, par exemple, disons que quelqu'un veut lancer un hedge fund qui traite de la crypto. Il aurait besoin d'une licence de SGI, donc Société de gestion et d'intermédiation. C'est des parallèles qu'on peut faire avec des licences existantes et colporter ça vers la crypto. Ça permettrait, un, de gagner du temps et deux, au régulateur lui-même d'éviter d'avoir à recréer toute une loi sur quelque chose qui peut être associé à quelque chose qui existe déjà. En tout cas, en attendant, il y a des pays qui sont allés d'une autre manière. Par exemple, le Ghana qui a lancé sa monnaie numérique. Il y a le Nigeria aussi qui a lancé aussi sa monnaie. En tout cas, chacun essaie de faire quelque chose. Tu penses que lancer une banque centrale, lancer sa monnaie numérique, c'est une bonne solution ou bien c'est pas à ton avis? C'est une mauvaise idée. Parce que l'objectif même des cryptos, là, c'est d'éviter tout ce qui est banque centrale. Donc, je me dis, la banque centrale peut servir de point de dépôt de liquidité. Donc, tout ce qui est finance traditionnelle, la banque centrale devrait s'occuper de ça. Mais elles peuvent, par le biais de tout ce qui est régulation et tout ça là, contrôler ou influencer les compagnies et les différents développements qui vont se retrouver dans tout ce qui est crypto là. Tu vois. Parce que, in the end, il y aura forcément besoin d'avoir un lien avec le cash, donc le cash, ou bien le service et la finance traditionnelle. Donc, eux, ils peuvent s'occuper du côté finance traditionnelle et laisser les portes ouvertes aux gens qui peuvent développer sur tout ce qui est crypto là, pour build l'infrastructure de demain, quoi. Parce que, bon, si la banque centrale disons qu'une banque centrale dans notre zone là commence à faire des CBDC, moi, en tant qu'utilisateur simple, je préférerais garder de l'argent qui est issu par la banque centrale directement dans mon portefeuille que d'aller déposer de l'argent dans une banque commerciale. Donc, ça crée des conflits, un, d'intérêt parce que la banque centrale sera directement en concurrence avec les banques d'affaires, les banques commerciales, vu qu'ils peuvent directement accepter des dépôts du public. Deux, ça crée un problème parce que les gens vont associer crypto à décentralisé, donc pas contrôlé par quelqu'un. Mais quand tu prends la banque centrale, s'ils te font une crypto, c'est sûr qu'ils auront le dernier mot dessus. Donc, un, tu ne pourras pas accéder si tu es banni. Deux, tu ne pourras pas faire des transferts. C'est les mêmes restrictions là qui seront juste reproduites sur la blockchain.
Ouais. Or, l'objectif, c'est d'éviter ça. C'est de créer un marché qui est tellement décentralisé que tu peux virtuellement transférer de l'argent. L'argent peut quitter le Burkina et apparaître de l'autre côté Mhm. instantanément, sans passer par tout ce qui est banque d'intermédiation, les trucs comme ça. Mhm. Et une question, est-ce que c'est vraiment des blockchains, les monnaies des banques Non, centrales? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. on peut appeler ça des blockchains parce que, basically, une blockchain, c'est juste une suite de blocs qui enregistrent des infos, tout ce qui est transactions. Mais on appelle ça des permission blockchains. Donc, c'est des blockchains qui sont contrôlés. C'est pas du tout décentralisé. La banque centrale, elle peut détruire les tokens, elle peut freeze ton argent, elle peut faire des transferts sans que tu ne l'aies autorisé et tout ça. Ça Ouais. beat le purpose de tout ce qui est crypto. L'essentiel de la crypto, là, c'est que tu peux garder ton argent. Par exemple, nous, dans tout ce qui est, par exemple, sur le cash network que nous on essaie de construire là, l'un des avantages principaux, c'est que personne ne peut venir fermer ton compte. Ouais. Tu as un wallet crypto. So basically, tu contrôles ton argent. Tu fais des transactions avec les utilisateurs si tu veux. Tu fermes ton compte si tu veux. Mais personne ne peut venir te dire, ah, on va saisir ton argent, on va fermer ton compte. Ou bien, j'en complète toi cette règle-là. Sinon, on va te fermer. Ouais. Parce que basically, tu es au contrôle. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui peut contrôler ton argent. Mais dès que la banque centrale introduit tout ce qui est CBDC, monnaie des banques centrales, etc., ça crée une layer de risque. Parce que Ouais. bon, tu vois, quand tu prends par exemple, mais bon, actuellement même dans l'écosystème crypto, là, on va dire que c'est toujours centralisé. Hein. Parce que Ouais. quand tu prends les major cryptocurrencies, c'est boosté par des cryptos centralisés, USDT, USDC, etc. Même DAI. DAI, par exemple, c'est supposé être le stablecoin le plus décentralisé. Mais le principal collatéral pour mint les DAI actuellement, là, c'est des USDC. Or, les USDC, là, c'est une crypto qui est freezable, c'est contrôlé par une entité publique aux États-Unis. Donc, il peut se faire ordonner de freeze ton argent, par exemple. So, Ouais. basically, c'est ça. Ça reviendrait au même problème si une banque centrale faisait sortir un CBDC. Ça Ouais. bite le peuple et ça bloque l'innovation. Ouais, ouais. Mais on revient peut-être sur Donia Payment voilà, juste un moment. Quelle est l'actualité? Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois à venir? Quelque chose que, voilà, qu'on peut annoncer maintenant. Bon, là, on est en train de faire des tests en bêta sur le Cash Network, donc le réseau d'agents qu'on veut construire là. Donc, OK. on va lancer ça normalement en fin septembre. Donc, fin septembre, début octobre. Ça va nous permettre déjà de recruter les premiers marchands, tout ça, et de faire un réseau initial. Et du réseau initial, maintenant, on va aller sur un lancement officiel. La deuxième chose, c'est qu'on lance en Côte d'Ivoire. Donc, comme je vous disais, bientôt, on va annoncer un partenariat avec une banque locale en Côte d'Ivoire, ce qui va nous permettre de développer nos activités dans la zone là-bas aussi. Ouais. Troisième chose, on vient de se faire accepter à un accélérateur qui s'appelle Last Mile Mobile Money. C'est un accélérateur de IDO et puis de Bill and Melinda Gates Foundation. Donc, eux, leur objectif, c'est d'accompagner les startups qui créent des réseaux d'agents sur tout ce qui est blockchain décentralisé et qui permettent aux agents de gagner plus ou d'avoir plus de services à offrir. Donc, de facto, de gagner plus, vu que plus ils ont de services à offrir, Ouais. plus ils ont de revenus qu'ils peuvent générer. Donc, actuellement, c'est ça. C'est lancer le Cash Network, expand notre produit dans les pays de la sous-région. Et puis voilà. Ouais, super, super. En tout cas, vraiment, moi, je suis content de discuter avec toi. Tu es un crypto-entrepreneur. C'est très rare, très, très rare. Peut-être même que tu es l'un des premiers. Hein, c'est vraiment. Donc, moi, je t'encourage. Et puis, bon, on fera ce qu'on peut pour voilà, promouvoir voilà, Dunia Payment. Mais en attendant, de façon globale, c'est blockchain en général. C'est vrai que blockchain, c'est beaucoup finance, mais il y a d'autres domaines également. Est-ce que tu as des idées sur comment on peut faire pour accélérer l'adoption de la blockchain au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général? En vrai, quand tu regardes tout ce qui est blockchain, crypto, etc., il faut trouver quelque chose qui va incentiviser les gens à utiliser le système. Donc, quand tu prends récemment en Amérique du Nord, il y a les NFT qui sont sortis. Donc, ça, c'était quelque chose qui était compréhensible pour the average person. Donc, lui, il arrivait à comprendre, il y a des images, c'est de l'art, je peux acheter ça avec de la crypto. Donc, il n'essayait pas d'utiliser de la crypto. Ce qu'il essayait de faire, c'était d'acheter l'image. Mais l'avantage dans tout ce procédé-là, c'est que ça lui a appris à utiliser la crypto. Donc, nous, au Burkina, par exemple, on doit trouver un moyen de faire rentrer la crypto dans les habitudes des gens. Il faut trouver un moyen d'abstraire la crypto, là. Donc, il faut trouver un moyen de faire utiliser la crypto aux gens
sans nécessairement qu'ils ne sachent que c'est de la crypto. Parce que le fait qu'on leur dise it's cryptocurrencies, blockchain, etc., etc., là, ça crée une barrière qui fait qu'ils n'ont pas envie d'essayer parce qu'ils se disent que c'est quelque chose à la fois de compliqué et quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre. Mais tout comme le parallèle avec les NFT, là, si on trouve un moyen de rendre ça amusant ou bien facile pour les gens d'utiliser la crypto sans nécessairement avoir besoin de savoir que c'est de la crypto, ça pourrait permettre de gonfler l'adoption. Donc, c'est pour ça que j'expliquais que nous, par exemple, avec le parallèle qu'on fait avec tout ce qui est mobile money et puis mobile financial service en crypto, ça permet aux gens d'avoir une expérience familière, donc de mobile money, mais qui tourne sur de la crypto. Et quand tu laisses les gens utiliser ce service-là pendant quelques temps, après, tu peux les éduquer et leur expliquer que, bon, le service que vous utilisez, c'est un service mobile money classique, certes, mais c'est de la crypto qui fait tourner sur votre plateforme. Et là, les gens vont comprendre la dimension utile de la crypto là, mais aussi, ils seront déjà habitués à utiliser de la crypto. Ils vont se dire finalement, c'est pas si sorcier, vu que moi-même, j'utilisais ça tous les jours sans m'en rendre compte. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu ça. Donc, Comment ça on veut peut... dire, en fait, proposer des solutions sans dire que c'est de la blockchain ou de la crypto et que ce soit utile simplement aux gens. C'est ça. Tant que c'est utile, les gens vont forcément utiliser. Et plus les gens utilisent, plus ce sera facile pour le nouveau utilisateur parce qu'il aura toujours des retours ou des gens à qui il peut poser des questions et ainsi de suite. Donc, ça crée un écosystème où l'utilisateur devient lui-même un promoteur du produit quand il finit de comprendre. Mais généralement, les projets de crypto là, veulent mettre en avant les aspects techniques, pourquoi c'est bien d'être décentralisé, etc. Mais the average user, they don't really care about all that. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que ton produit est utile. S'il peut utiliser, il va l'utiliser. Donc, il faut le rendre utile pour que les gens l'utilisent maintenant pour pouvoir les éduquer sur tout ce qui est crypto. Ouais, ouais, ouais. Et je suppose que les entrepreneurs, ils ont un grand rôle à jouer pour que cela soit possible. Quel est le conseil que tu donnes aux entrepreneurs dans ce domaine de la crypto, là, surtout dans notre monde? Bon, disons francophone, parce qu'on est beaucoup francophone, c'est un peu différent. Quel conseil toi tu apportes? Bon, déjà, pour tout ce qui est entrepreneur dans la zone francophone qui sont dans les cryptos là, c'est de s'éloigner des Ponzi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est de s'ouvrir. Parce que généralement, les gens de la zone francophone, ils ne vont consommer que du contenu francophone, des contenus qui les sont revendus par des coachs, soi-disant leadership, des trucs comme ça. Donc, il faut apprendre à chercher soi-même. Donc, aller apprendre tout ce qui est crypto, tout ça. Parce que l'une des beautés de tout ce qui est crypto là, c'est que c'est open. Donc, ce n'est pas un truc qui est contrôlé, l'information est partagée. Donc, n'importe qui peut aller chercher, s'éduquer dessus, tout ça. Il faut s'éduquer dessus avant de pouvoir se lancer dedans. Parce que quand tu te lances dedans sans éducation, là, tu finis, bon, on va dire, soit dans les problèmes, soit dans les pyramides de Ponzi. Parce que tu te dis que, bon, au finish, apparemment, ça ne sert qu'à spéculer. Mais si tu avais lu même de base tout ce qui est white paper, etc., etc., tu te rends compte que ça n'a jamais été créé même à la base pour spéculer. Ça a été créé pour créer un nouveau médium d'échange. Donc, il faut que les gens arrivent à s'éduquer eux-mêmes. Ça, c'est pour les entrepreneurs crypto. Et pour les entrepreneurs outside du cercle de crypto, là, bon, ils peuvent toujours bénéficier hein, parce qu'il y a des investissements, il y a des services qu'ils peuvent utiliser, etc. Mais tout ça, pour pouvoir prendre avantage de tout ça, il faut que tu saches. Donc, tu dois apprendre et puis chercher aussi. Généralement, en Afrique francophone, les gens aiment que l'information vienne les trouver. Donc, il faut que les gens apprennent à se lever et puis chercher d'eux-mêmes. Quoi. Ouais. Et ça va maintenant, ça pourra être plus facile pour eux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, merci voilà, d'avoir accepté l'invitation. Peut-être avant de te laisser le mot de la fin, j'ai remarqué que tout ce que vous faites, c'est en anglais, le site est en anglais, tout est en anglais. Et le public cible, c'est, bon, il y a beaucoup de francophones dedans. Est-ce que c'est volontaire ou c'est, bon, peut-être que c'est, bon, vous dites que c'est pas grave. Bon, déjà, sur le contenu marketing qu'on utilise localement, c'est en français. Maintenant, les supports qu'on a en général, bon, tout ce qui est site web, c'est pas vraiment pour l'utilisateur. Site web, les pages LinkedIn, etc. En général, c'est pour l'investisseur ou le partenaire avec qui tu veux travailler. Et Ouais. généralement, les financements se trouvent du côté anglophone. C'est triste, mais c'est ça, quoi. Nous, on essaie de focaliser la communication pour recruter les utilisateurs là, en français, parce que bon, la zone dans laquelle on opère est en français. Mais tout ce qui est réseau professionnel comme LinkedIn ou notre site web, tout ça. Bon, le site web, on a une version en français, mais on met plus la version en anglais en avant parce que généralement, les partenaires qu'on cherche, les institutions financières ou les investisseurs sont des gens anglophones. Donc, c'est un peu ça la stratégie, quoi. Essayer de faire du double dipping. Donc, prendre les avantages du côté anglophone pour venir appliquer ça du côté francophone. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, félicitations encore.
Dunia Payment, moi, j'ai téléchargé Dunia Payment, hein, je vais commencer à l'utiliser autant que possible. Beaucoup de courage. Et puis, bon, on espère que vous aurez d'autres services. S'il y a d'autres services que vous lancez, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, moi, je partage, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, peut-être il y aura d'autres compétiteurs, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est pas mal, hein, tant qu'il y a des compétiteurs, tant que, voilà, ça bouge, c'est pas C'est mal. ça. Voilà, je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, ou bien une question que je n'ai pas posée. Un dernier mot pour, je sais pas, pour ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en France ou au Burkina Faso. Tu as le mot de la fin. Ok. Bon, déjà, en mot de la fin, je dirais que actuellement, il y a une révolution qui se passe hein, dans tout ce qui est crypto, blockchain là. Et the average person, donc une personne locale qui n'a ici, peut s'en sortir mieux que quelqu'un qui est en Amérique du Nord. Et ça, ce n'est jamais arrivé dans toutes les époques du monde. Donc, depuis que le monde existe et le système financier traditionnel existe là, les opportunités ont toujours été biased en fonction des gens qui sont de l'autre côté. Mais actuellement, blockchain et crypto là, ça level le playing field. Donc, je dirais aux gens, bon, lancez-vous, hein, parce que de toute façon, ça ne coûte rien. Apprenez et puis essayez de vous impliquer dedans. Même si vous n'avez pas nécessairement de travail dedans, écrire quelque chose, lire, faire un podcast dessus ou quelque chose. On doit créer du contenu sur tout ce qui est crypto. Parce que bientôt, dans 10, 15 ans, ça va être invaluable. Les gens vont se trouver des jobs parce qu'ils ont fait du trading il y a 15 ans dans tout ce qui est crypto. D'autres vont se trouver du job parce qu'ils ont fait des research sur blockchain, sur crypto, etc. Et actuellement, tout ce qui est skills, là, c'est dématérialisé. Il n'y a plus de, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies quoi. Tu as juste besoin de savoir ce que tu fais. Donc, apprenez, lisez, et puis bon, voilà, quoi. Investissez-vous dans quelque chose d'intéressant, surtout la crypto. Voilà, en tout cas, c'est bien dit. J'espère que les citoyens lambda, comme on dit, hein, tout le monde va entendre ça et se mettre vraiment à chercher. On a tous les outils qu'il faut, Google et whatever, tout ce qu'il y a. Il faut chercher. Il faut seulement peut-être avoir un peu de patience, de courage pour se lancer, tout ça. Voilà, merci. Bon, malheureusement, je n'ai pas contacté tes co-founders, mais bon, on va se donner sûrement un nouveau la prochaine fois. Tu les salues de ma part. Et puis bon, tu les assures qu'on va faire de notre mieux pour voir l'application. Et voilà, on est ensemble. Voilà, merci. Ça marche. Voilà. Merci Et beaucoup pour on reste en contact en tout cas pour la suite. Ça marche. Voilà, merci.